Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différents canaux de diffusion des médias du groupe de presse Le Matinal. Nous sommes aujourd'hui dimanche 10 septembre de l'année 2017. Bienvenue au 35e numéro de votre émission sociopolitique Carte sur table de l'année en cours. Les Béninois ont pris date avec le président Patrice Talon depuis le 6 avril 2016, 17 mois après, et malgré quelques écueils, le chef de l'État continue de réitérer quelques engagements forts pris lors de la campagne électorale. Au nom des engagements, il y a la restructuration des entreprises publiques, ces entreprises étatiques dont les chiffres d'affaires sont en baisse d'année en année depuis et qui ploient sous le poids d'une mauvaise gestion, des dysfonctionnements lourds et considérables. Au Padmé, par exemple, dernière entreprise auditée, on a relevé des faits graves et malsains. Plus d'1 milliard de francs CFA déboursés de façon illicite et incorrecte. Où vont ces sous détournés? Élément de réponse avec l'invité de Carte sur table dans quelques instants. Nous évoquerons également dans cette émission d'autres sujets d'actualité nationale, la situation au Togo et au Kenya. Invité donc de ce numéro, M. Raoul Glessoubé, administrateur gestionnaire, juriste, cadre supérieur de la République, acteur politique. M. Glessoubé, bonjour. Bonjour, cher ami Rounou. L'antenne sera à vous aux alentours de 10h05 pour des questions d'éclaircissement. Les numéros, c'est le 65 00 24 24 21 33 84 19. Merci à tous ceux qui nous écoutent dans le nord du Bénin grâce à Urban FM de Parakou et à tous ceux-là qui nous suivent un peu partout dans le monde grâce à l'application Océan FM 88.6 téléchargée bien sûr sur Play Store. Merci donc de nous préférer. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est ainsi planté avec la technique Rock Boton Cadeau et toute l'équipe qui m'accompagne donc dans cette émission. Monsieur Glessoubé, comment allez-vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. Et le pays, ça va? Je crois que ça va dans le pays. D'accord. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les entreprises, je l'avais dit tantôt en début donc de cette émission, les entreprises et sociétés d'État sont malades. Le gouvernement de la rupture, par le biais de la commission de contrôle et de vérification, a constaté des dysfonctionnements lourds et considérables dans plusieurs entreprises étatiques. La dernière société visitée par le gouvernement est le Padmé. Vous savez, plus d'1 milliard de francs CFA déboursés de façon illicite. Alors, la question... qu'est-ce qui se passe concrètement dans les entreprises d'État pour de laisser aller selon vous? D'entrée, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité sur cette émission de grande écoute. Saluer vos auditeurs qui font la veille citoyenne. Saluer également toute l'équipe qui vous accompagne pour le travail que vous faites si bien pour que la démocratie se porte mieux dans notre pays. Cela dit, la question que vous avez évoquée n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Je crois, depuis la conférence nationale, on a opté pour le libéralisme économique. Cela étant, il a manqué un peu de rigueur dans la gestion de cette option qui a été faite à la conférence nationale. C'est vrai, les entreprises privées marche bien, elle prospère pour celles dont les managers, dont les premiers responsables ont de rigueur dans la gestion. On en a vu qui n'ont pas démérité depuis la conférence nationale jusqu'à ce jour. L'exemple illustratif, c'est bien entendu le chef de l'État actuel dont les affaires ont prospéré pendant plus de 25 ans depuis la conférence nationale. Par contre, les entreprises publiques ne prospèrent pas. Et pourquoi? Elles ne prospèrent pas et en plus de ce qu'elles bénéficient des subventions de l'État, on sent toujours qu'elles courent la faillite parce qu'il y a des problèmes de gestion. Il y a des problèmes liés aux hommes qui gèrent ces différentes sociétés publiques. Qu'ils vous souviennent, la Société béninoise d'énergie électrique, SBE, il y avait dans le temps beaucoup de problèmes de gouvernance dénoncés
on a acheté des stylos à près d'1 million de francs. Des stylos. Des stylos, des étrennes, des choses, et puis c'était à dormir debout. Mais tout ça, c'est devenu quoi dans ce pays? On a vu ceux qui... Ces gens-là sont où aujourd'hui? Ceux qui avaient dirigé cette société à l'époque. On a vu qu'ils sont allés au Parlement. On a vu qu'ils ont pris d'autres responsabilités, etc. Mais c'est un véritable problème. Il faut pouvoir rendre compte à ce peuple. C'est ça. Il faut pouvoir rendre compte à ce peuple. Qu'est-ce qui bloque? C'est la volonté politique? Moi, c'est pas pour rien que c'était quand un pouvoir est établi, quand un gouvernement est établi, c'est pas pour rien que c'était court pour dire je vous soutiens, je vous soutiens, je vous soutiens. C'est pour que l'impunité règne, les fautes qu'ils ont commises dans le temps, que ces fautes soient effacées, qu'ils ne soient pas paniqués par le pouvoir établi. Donc on court pour avoir cette ceinture moi j'appelle ça ceinture de sécurité politique. Toutes les fois que, même si les gens ne soutiennent pas le pouvoir, quand le pouvoir est arrivé, on rue pour dire je vous soutiens, je vous soutiens. Parce qu'on traite des casseroles. Et puisqu'il n'y a pas d'encombrement politique, de soutien encombrant, j'allais dire, comme il n'y a pas de soutien encombrant en politique, le pouvoir, le président élu est obligé d'accepter tout le monde et de fermer les yeux sur les fautes. Je vais vous donner l'exemple de la Sonacop. Par ailleurs, qui a aussi tout le temps bénéficié du soutien des gouvernements qui se sont succédés. Mais où se trouve aujourd'hui la Sonacop? Allez dans les stations de la Sonacop dans le pays. À longueur de journée ou pendant plusieurs jours, vous n'allez pas trouver le produit. Moi, je me rappelle quand j'étais en fonction à la mairie de Calavi en tant que secrétaire général, j'avais eu droit, comme tout le monde, à des tickets valeurs. Tickets valeurs qu'on me donnait. Donc, je déposais parce que je n'arrivais pas à utiliser tout. Je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ces tickets valeurs-là à hauteur de 300 000. Qui traîne encore. À hauteur de 300 000. Que je ne peux plus utiliser parce que en temps la même Sonacop a retiré ces tickets valeurs. Sans donner de préavis et sans les remplacer, alors que les bénéficiaires, les structures publiques ont payé l'argent pour avoir les tickets valeurs. Donc les 300 000 de tickets valeurs que moi j'ai aujourd'hui, la commune de Calavi, par son budget, avait payé, comme beaucoup d'autres du personnel, avait payé à la Sonacop. C'est vrai, puisque la Sonacop a tellement de dossiers au niveau de la justice, mais si vous en rajoutez... Donc, ça veut dire, mais pourtant... Pourtant, c'est des hommes qui sont passés là pour gérer ces sociétés. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que les autres qui rendent les mêmes services, les autres structures privées qui rendent les mêmes services, qui fournissent les mêmes prestations, réussissent, et les structures publiques ne réussissent pas? Il y a un problème de gouvernance. Et il faut taper fort. Il faut qu'il y ait une rigueur. Est-ce que vous avez l'impression que le président parti est en train de taper du poing sur la table, fort comme vous l'avez si bien dit? Bon, moi, je pense, j'ai observé des choses. J'ai observé des choses au début qui m'ont rassuré. Et qui prouvent à suffisance qu'il y a une volonté politique d'assainissement. Bon, ce qui est recommandable, c'est que cela ne soit pas étouffé dans le temps. Ce qui est recommandable, que cela ne soit pas émoussé par les soutiens intempestifs politiques qui viennent à tout va. On est d'accord? Il ne faut pas que ces soutiens viennent étouffer, émousser l'ardeur que le président de la République avait au début de son règne et qui prouvait qu'on peut espérer autre chose que ce qu'on a vu par le passé. Voilà. Quand vous prenez par exemple Padmé en question, on a parlé bien sûr de la signature de 4 contrats gré à gré de près de 500 millions de francs CFA. Alors ce qui est contraint justement aux dispositions du manuel de procédure. Alors c'est pourtant comme une chaîne qui a travaillé sur cette affaire-là. Comment se fait-il que alors, une petite entreprise comme ça, même si Padmé, on le sait quand même, c'est une entreprise qui permet donc de mettre un peu l'argent à la disposition de certains citoyens, 500 millions de francs gré à gré, on ne peut pas comprendre. C'est tout de même curieux. Parce que toutes ces structures ont des conseils d'administration.
Il rencontre le ministre de tutelle. Non seulement le ministre de tutelle, mais en principe, une société d'État, avant d'acheter un stylo, doit requérir l'autorisation de son conseil d'administration. C'est ça. Et le conseil d'administration, c'est plusieurs personnes qui se réunissent. Mais comment se fait-il que, à aucune des étapes du processus de passation des marchés, de consommation de ces crédits, qu'il n'y ait pas de dénonciation jusqu'à ce que les fautes soient commises? Ça veut dire qu'il y a une complicité collective. C'est ça. Il y a une complicité collective. Et moi, je pense que le président de la République et tout le gouvernement devraient prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est vrai qu'ils ont pris déjà leurs responsabilités par rapport donc, au PADME. Alors, mais c'est vrai qu'il y a aussi comme le problème de recrutement. Toutes ces situations en dehors des détournements, monsieur Raoul Glessoubé, s'explique aussi par un management instable, une stratégie peu lisible et puis un manque de réactivité. Parce que quand on dit que c'est l'État, voilà, on a l'impression que bon, je peux tout faire, il n'y aura rien à la suite. Et c'est ça qui pose aujourd'hui le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type d'assistance l'État devrait-il apporter aux entreprises, surtout celles en difficulté, pour les permettre, bien sûr, donc, de tenir à long terme? Bon, je pense, première chose à faire, il faut respecter les tests qui régissent ces différentes structures publiques, sociétés publiques. Deuxième chose, il faut dépolitiser la nomination des responsables du CERF. Parce que la plupart des DG sont des hommes politiques. Je vous dis, il faut dépolitiser. Quand je donnais l'exemple de la Sonacop, on a vu des DG qui marchaient, des marges de soutien, alors qu'on peine à fournir les prestations. Les stations étaient vides. Il n'y avait pas de cas. Ça ne se comprend pas. Le produit sur lequel vous devez gagner de l'argent, ce produit n'existe pas. Le produit que vous commercialisez, ce produit n'existe pas. Et vous marchez. Donc, il faut dépolitiser les différents responsables, la nomination des différents responsables qui doivent être à la tête de ces structures. Deuxième chose, on est d'accord? De sorte que, même si le cadre est valable, il a le mérite, et qu'il n'est pas dans les arcanes du pouvoir, qu'on le mette à la tête pour voir ce qu'il peut faire. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut un contrat d'objectif. On est d'accord? Il ne faut pas faire de nominations fantaisistes. Le cadre qui est nommé, recruté selon les normes, qui a le mérite, il faut signer avec lui un contrat d'objectif. Quand tu feras 1 an, quels sont les résultats que tu peux me produire? C'est ça. Et quel est le mécanisme d'évaluation de ces résultats? Pour que je n'attende pas 1 an pour constater que tu n'as rien fait. Après 3 mois, il faut que j'évalue. Après 6 mois, il faut que j'évalue. Et si je constate que ça ne réussit pas, je te fous dehors et je prends quelqu'un d'autre. C'est ça. Il n'y a pas autre solution que ça. Et parce que les structures privées qui réussissent, c'est cette rigueur du management que les responsables observent. Mais c'est le contraire qui se passe dans les sociétés publiques. Vous nommez quelqu'un à la tête, il n'a pas le mérite. Vous voyez des gens qui ont appelé le bac, ou le bac plus 2 ou plus, mais pas des circuits politiques, pas des soutiens politiques. Ils réussissent à se faire nommer DG de société d'État. Mais quel management celui-là peut imprimer? Tout à fait. Il a appris où? Mais l'école que lui il a faite, c'est l'école politique. Donc quand il va venir à la tête d'une telle société, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me maintenir là? Bon, qu'est-ce que le chef aime? Le chef aime les meetings de soutien. C'est les messes. Les messes. Les remerciements. Il faut que le chef me voie tout le temps à la télé. C'est ça. En train de lui apporter mon soutien. Et quand j'aurai fait ça tout le temps, je serai là, même incompétent, même médiocre. Je vais diriger des cadres qui sont là. Mais si moi-même, je n'ai pas les compétences qu'il faut pour gouverner, pour diriger, les cadres seront là, mais ils vont constater qu'ils sont dans un monde à l'envers. Parce que le dirigeant a une autre vision de sa société, une vision politique, mais eux, cadres, ils veulent l'avancer, mais ça ne marchera pas. Le président Talon doit faire attention parce qu'aujourd'hui, on a constaté que certains DG ont commencé également aussi à aller sur le terrain et on doit faire très attention également à cette façon de faire. Malheureusement, je pense que cela s'observe. Moi, je n'ai rien contre, mais ces soutiens, les soutiens de cette nature, cachent
des insuffisances, C'est ça. cache des fautes. On est d'accord? Parce que la corruption n'est pas que par l'argent. C'est ce que les gens ne savent pas. Tout le temps, quand on parle de corruption, on pense que c'est quand vous avez détourné de... On peut corrompre le chef par ce qu'il aime. C'est ça. Je suis incompétent, je n'ai pas les aptitudes requises pour diriger, je commets d'irrégularités de gestion, on est d'accord? Mais pour influencer tout le système, pour corrompre tout le système, mon ministre, le chef, je vais être présent dans les médias, par des actions politiques. Et le ministre, quand il te voit à la télé, en train de soutenir le chef, il ne sait pas comment tu as... Peut-être le chef ne t'a pas demandé de faire ça. Mais tu le fais. Quand le ministre te voit à la télé, pour dire, ah, il a mobilisé du monde dans sa commune, hein, dans son village, etc. Ça veut dire que s'il fait ça, il a le soutien, il a la caution du chef. Donc, je ne peux plus le toucher. Donc, le contrôle hiérarchique que le ministre devrait laisser voir, devrait assurer sur son collaborateur, va souffrir. Ce contrôle hiérarchique va souffrir parce qu'il a peur de l'influence politique de son collaborateur. Tout à fait. Et le chef lui-même qui voit ça, il va dire, ah, mais je l'ai nommé, c'est vrai, mais quand même, il me soutient. Voilà. Même si on lui fait des fiches. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir, parce qu'il est populaire là où il est. Tous ne sont pas forcément populaires. Hein. Ils ont les moyens, parce que, dites-vous, avant d'être nommés, rares sont ceux qui font des actions politiques du genre. Mais dès lors qu'ils sont nommés, ils le font, mais où ils trouvent les moyens? C'est ça. Il faut qu'on se pose la question. Absolument. Combien ils gagnent, où ils trouvent les moyens pour le faire? Des gens qu'on ne connaissait pas du tout dans l'arène publique. Mais une fois nommés, vous les voyez en train de tenir des meetings de plusieurs millions. Ils ont trouvé l'argent où? C'est ça. Il faut qu'on se pose la question. Donc si nous voulons assainir les entreprises publiques et les finances publiques tout court dans ce pays, il faut cette rigueur. Et il faut prêcher par l'exemple. Il faut prêcher par l'exemple. Et il n'y a que le chef qui puisse imprimer cette marque de gestion. C'est ça. Il n'y a que le chef pour imprimer cette marque de gestion. Voilà. Monsieur Raoul Glessou, nous avons beaucoup de choses à dire dans cette émission. Nous allons rapidement évoquer donc, le second sujet donc, de cette émission. Vous savez, depuis plusieurs temps, depuis quelques temps, j'allais dire, hein, plusieurs maires sont sur la sellette. Et certains se sont vus retirer leur mandat et d'autres sont actuellement en procédure de destitution. Alors, le cas, par exemple, du maire de Waké est là actuellement. Ces jours sont comptés. Alors, comment peut-on expliquer toute cette destitution des maires dans le pays? Vous avez été secrétaire général, bien sûr, de la mairie d'Abomey-Calavi. Alors, dites-nous, comment ça se passe? Bon, écoutez, c'est la loi elle-même qui a prévu cette possibilité de destitution des maires par le vote de défiance que tout le monde a appris comme leçon dans le pays au regard de ce qu'on a observé tout le temps et qu'on continue d'observer d'ailleurs. Moi, la leçon que moi je tire, c'est qu'il faut faire une relecture de nos tests sur la décentralisation. Il faut faire une relecture de sorte à éviter ces décisions fantaisistes. Moi, j'appelle ça fantaisiste parce que la plupart du temps, vous ne voyez pas la pertinence des choses reprochées aux maires. Souvent parce que le vote de défiance lui-même est politique. Le législateur n'a pas dit pour faire le vote de défiance, voilà ce que le maire pourrait faire. Le maire doit avoir commis telle faute de gestion. Le maire doit avoir fait ci, doit avoir fait ça. Et comme ça, vous pouvez réunir le quorum de 2/3 pour le destituer. Le législateur n'a pas dit ça. Donc, c'est un vote politique. Donc, il faut enlever le caractère politique de ce vote et mettre des conditions, comme le législateur l'a fait d'ailleurs pour la suspension et la révocation des maires par le gouvernement. Vous avez vu le cas de Cotonou. Pour ce cas de suspension et de révocation, le législateur a prévu les fautes pour lesquelles un maire peut être suspendu, les fautes pour lesquelles un maire peut être révoqué. C'est ça. Et lorsque la procédure est observée, on peut en arriver là. Mais pour la destitution des maires, le législateur n'a pas prévu les fautes pour lesquelles les conseillers peuvent destituer les maires. De sorte que il suffit pour un conseiller de constater qu'il n'a pas démarché auprès de son maire, il organise autour de lui une majorité pour
menacer le maire. Si le maire répond assez vite, on étouffe, ça ne passe plus. Mais si le maire s'entête à le faire, on dit, il gère mal, il fait ci. On a même vu un cas de destitution pour lequel on dit que le maire fait une communication personnelle. Parce que le maire fait une communication personnelle, il faut le destituer. Donc moi je pense qu'il faut revoir, il faut relire les tests pour que les choses restent à leur place. Sinon, les maires n'auront pas les coudées franches à partir de la stabilité politique au sein des conseils pour assurer le développement local dans leurs communes respectives. Quelles que soient leurs initiatives, quelle que soit leur vision, s'il y a ces menaces de destitution, pour un oui ou pour un non, ils vont s'occuper à régler ces problèmes plutôt que de s'occuper à régler les problèmes de développement. C'est vrai qu'on reproche pratiquement les mêmes choses à tous ces maires destitués, la gestion non participative et plus transparente des affaires donc, de la cité. Alors c'est vrai que l'audit de la gestion du fonds de FADEC, par exemple, a révélé de graves irrégularités et établi donc, des prévarications dans plus de 30 communes sur les 77 que compte notre pays. Alors, cela voudrait dire quand même qu'il y a quand même une mauvaise gestion, puisque c'est une enquête qui a été établie et qui a révélé justement ces dysfonctionnements. Oui, ça dit qu'il faut séparer les choses. Il faut séparer les choses. Lorsqu'il y a un audit et qu'il est constaté de fautes lourdes, de fautes de gestion, de prévarication, de détournement, tout ce que vous voulez, on n'a pas besoin d'un vote de défiance pour destituer un maire pour ça. Lorsqu'il y a de telles fautes commises par un maire, le mécanisme de sanction, c'est la suspension du maire. C'est ça. Le mécanisme de sanction, c'est la révocation du maire. C'est le chemin le plus court. C'est le chemin le plus court et le plus administratif. Le chemin le plus court et le plus administratif. Lorsque le préfet constate, lorsqu'il y a un audit et le rapport d'audit révèle ce que vous dites, le préfet prend ses responsabilités pour convoquer le conseil départemental de concertation et de coordination pour dire, voilà, monsieur le maire, les faits qui vous sont reprochés dans tel rapport, qu'est-ce que vous en dites? Si le maire convainc le conseil départemental, s'il ne convainc pas, le préfet, le conseil départemental décide de sa suspension et le préfet en rend compte à son ministre. Un peu comme... Et le ministre peut, s'il est convaincu, s'il juge de la pertinence de ce que le préfet lui a fait comme compte rendu, il peut transmettre le dossier en conseil des ministres et la procédure évolue à la révocation. Donc la décision n'a rien à voir avec cette procédure. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce que moi je pense. Les rapports que vous évoquez dans 30 communes, il y a des problèmes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Si ces maires des 30 communes ne sont pas des soutiens politiques, des soutiens politiques pour bénéficier de la ceinture de sécurité du pouvoir, normalement ce que je dis devrait être fait. Et puis, ils vont répondre de leurs actes dans ces 30 communes-là. Voilà. Alors, il y a, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cadre de Cotonou, Léali Villéon-Soglo, qui n'est plus donc le maire de Cotonou. On le sait depuis le 2 octobre prochain. Cela fera quand même 2 mois qu'il a été donc révoqué par le Conseil des ministres. Alors, l'ancien maire a introduit quand même un recours gracieux auprès du gouvernement et un autre recours pour essayer de pouvoir devant le juge administratif de la Cour suprême. Alors, sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que ça évolue bientôt, d'ici quelques 2 semaines, 3 semaines, le 2 octobre. Juridiquement, quelle suite donner justement à cette affaire? Bon, sur cette affaire, je ne voulais pas opiner parce que la justice s'en occupe déjà, je crois. Parce que vous avez dit vous-même que le maire évoqué aurait saisi la justice. Bon, ce que je peux dire, dans un premier cas, c'est le recours gracieux. Bon, au bout d'un délai de 2 mois, il peut aller en plein contentieux. Ça, c'est l'aspect juridique. Il peut aller en plein contentieux pour se voir défendre ses droits. Mais l'enseignement que moi je tire, que je développais tantôt, c'est quoi? C'est que les maires doivent se rendre compte aujourd'hui qu'il n'y a pas seulement que la possibilité de destitution de leur poste par les conseils communaux. C'est ça. Mais il y a en plus de cela la possibilité de suspension, la possibilité de révocation. Et cela est l'assurance d'une bonne gouvernance, parce que la peur du gendarme est le début de sagesse. Vous voyez, tout ce qui se passe dans les collectivités locales aujourd'hui, tout ce qui se passe dans les collectivités locales, si le gouvernement
ne fait pas attention, on est d'accord, Oui. ne cherche pas à régler les problèmes de mauvaise gouvernance au sein de nos administrations locales, je crois que, quelle que soit la vision que le gouvernement aurait eu au sommet, au niveau de la base, il aura des problèmes. Parce que j'ai l'habitude de dire, les administrations qui sont les plus sollicitées par les usagers, c'est les administrations locales. C'est les collectivités locales. Parce que peu de gens vont vers les ministères, peu de gens vont vers les structures déconcentrées. Oui. Mais la plupart, pour avoir la satisfaction de leurs prestations, c'est au niveau des affaires domaniales, au niveau de l'état civil, au niveau de la carte d'identité, etc., etc. Donc il faut pouvoir mettre en place un mécanisme de bonne gouvernance au niveau de ces collectivités locales pour que les gens ne sentent pas qu'il y a un problème. Parce que ce qui se passe dans les collectivités locales et dont le pouvoir n'est pas forcément responsable, est imputé au pouvoir. On dit, mais c'est dans une commune, l'usager qui n'est pas instruit ne sait pas forcément la différence qu'il y a entre la gestion d'une collectivité locale et la gestion étatique. Il mélange. Et donc, du coup, moi, je pense que le gouvernement doit lui-même mettre en place les mécanismes qu'il faut pour assurer la bonne gouvernance au niveau de ces collectivités locales. Le cas de la commune de Cotonou, je pense que cela devrait servir de leçon aux autres collectivités. Pour dire quoi? Pour dire évitez vous-même en tant que gestionnaire public de faire des choses sur lesquelles le gouvernement pourrait être amené, et même s'il y a de mésententes politiques, tout ça, il faut éviter de faire des choses pour donner raison au gouvernement d'agir contre vous. C'est ça. D'agir contre vous. Et donc, voilà ce que moi je voulais dire. Et ajouter que si la même rigueur pouvait être observée dans les 30 communes, dont les rapports d'audit ont révélé de mauvaise gestion, ça va être bien. Ça va être bien, c'est-à-dire, ces maires-là, il faut au moins qu'on fasse en sorte qu'ils paniquent. Tout à fait. Il faut qu'ils puissent, le préfet ou les différents préfets de tutelle de ces maires puissent dire, mais ces rapports-là, bon voilà, il faut qu'on examine au CDCC pour que vous répondiez aux faits qui vous sont reprochés. On peut le faire et constater que c'est pas vrai. Parce que le principe contradictoire est un principe sacro-saint pour la procédure de sanction. Avant de sanctionner, il faut écouter. Peut-être qu'on peut écouter et le maire va convaincre qu'il n'était pas en faute. Exactement. Et il va convaincre que c'est pas lui, c'est ses cadres. Parce qu'en temps, voilà les instructions, etc. Mais il faut qu'on les écoute pour qu'on ne sente pas qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est ce que je voulais dire. Qu'on ne sente pas qu'il y a 2 poids 2 mesures. Le cas de Cotonou, c'est vrai, c'est un cas isolé, mais sans rapport d'audit. Mais les autres, pour lesquels il y a des rapports d'audit, il faut déjà qu'on fasse le déclic de la procédure et qu'on sente qu'ils sont tout de même menacés, qui devraient répondre de leurs actes. Voilà. Voilà ce que vous l'avez dit. Oui, mais M. Glissou, avec ces recours, Liali Soglou a bloqué l'élection d'un nouveau maire de Cotonou, mais cela a un délai, ça il ne faut pas se le cacher. Alors, quelles peuvent être justement les conséquences sur le plan politique avec cette révocation du maire Liali Soglou? Au plan politique, quand vous quittez la suspension pour la révocation, c'est que à l'issue de l'examen de ces recours, soit on lui donne raison, et le cas échéant, il reprend son poste. On est d'accord? Bon, on ne lui donne pas raison, ça veut dire qu'il faut qu'il se dise, je ne peux plus être maire. On est d'accord, je ne peux plus être maire, et c'est fini, c'est fort. Il devient un simple conseiller. Il devient un simple conseiller, et maintenant, la municipalité de Cotonou à un autre maire. Donc c'est clair, au plan politique c'est ça. Donc ça va être un coup politique contre lui-même, étant entendu que c'était quand même de l'étoffe
le poste d'un maire d'une grande municipalité, leader politique, c'était beaucoup de... Ça avait un avantage pour lui. Bon, à partir du moment où vous n'avez plus de cahier de charges politique, ça pose problème. Donc, c'est ce que je pense au plan politique. Au plan politique, il y a aussi que, ça va grossir davantage le rang de ceux qui pourraient aller contre le système, parce qu'il va se dire, je suis victime du système politique. Je suis victime du système politique. Donc, au plan politique, ça va entretenir la mésentente politique entre lui et son camp politique et le pouvoir qui est en place. Vous avez suivi quand même la réaction de son père, Nicéphore Dieudonné Soglou, également la réaction de la maman, l'honorable Rosine Vieira Soglou. Est-ce qu'elle dit aujourd'hui qu'entre le président Talon et la famille Soglou, c'est non plus le parfait amour, c'est fini, c'est ça? Écoutez, quel est le père ou la mère qui n'aimerait pas son enfant et qui ne choisirait pas son enfant à la place d'un autre? Je crois que chacun de nous a toujours une préférence pour ses enfants. C'est clair, pour un père ou une mère, pour un parent, la faute ne peut pas amener à mettre l'enfant dans une fosse. On est d'accord? Bon, chez nous, en fond, on dit viens encore de l'idéal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fosse pour les mauvais enfants, où il faut les mettre. L'enfant, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, est un enfant qu'il faut soutenir, quelles que soient les épreuves qu'il endure et quelles que soient les fautes qu'il aurait commises. Il faut soutenir l'enfant. Cela étant, moi, je pense que il n'y a pas de raison pour que le président Talon, qui, de mon point de vue, est un fils adoptif de la famille Soglou, qu'il n'y a pas de raison pour que les deux ne s'entendent pas, la famille Soglou et le président Talon. Il n'y a pas de raison qu'ils ne s'entendent pas. Et moi, j'ai été satisfait lorsque j'ai vu de loin, le 1er août, le président Soglou se rendre au domicile du président Talon, du président de la République. Je me suis dit, mais il a fait un bon pas. Et je ne sais pas ce dont ils ont discuté, mais j'ai vu que c'est déjà... Après la bourde. Je ne sais pas la raison pour laquelle il est allé là-bas. C'est vrai. Avant, quelques minutes avant, il y avait ce que vous dites, mais je ne sais pas si c'est pour ça qu'il est parti. Je ne suis pas dans l'économie de leur discussion. Mais j'observe quand même que c'est un bon pas que le président Soglou a posé. Je trouve que autant que l'ancien maire de Cotonou est le fils du président Soglou, autant le président de la République, M. Patrice Talon, est aussi le fils du président Soglou. Je crois que le président Soglou doit se mettre un peu au-dessus de la mêlée et chercher à régler cette affaire avec le président de la République pour que cette mésentente politique ne donne pas un coup fatal à la famille qu'ils constituent, les deux. Et on a vu des enfants de même père, même mère s'opposer politiquement dans ce pays. Absolument. Avec et vraiment, on ne peut pas... Ils se sont opposés farouchement, tout le temps. Tout le temps. Et on les a vus dans le même gouvernement à un moment donné. Alors que les deux ne s'entendaient pas. Ouais, donc il peut arriver des choses comme ça et qu'il faut gérer. Ça n'enlève rien à la famille que vous constituez, au nom que vous portez. Mais mettez ça sous le coup des intrigues politiques, comme on a l'habitude de le dire, des intrigues politiques, et vous passez l'éponge sur ça, et vous vous entendez en famille. C'est ce que moi je souhaite. Je pense que la famille, le président Soglou et le président de la République, M. Patrice Talon, devraient s'entendre d'un jour à l'autre. Voilà. Oui, mais parlons maintenant bien sûr donc, disons des partis politiques. Vous savez, la question de la réforme du système partisan est devenue une préoccupation d'ordre général. Alors vous êtes un acteur politique, M. Raoul Gressoubé. Est-ce que pour vous, c'est un passage obligé pour la suivi de la démocratie, le système, la réforme du système partisan? Merci de poser cette question. Je dirais 2 ou 3 choses.
Première chose, le multipartisme intégral est un principe constitutionnel. Qui vous souviennent, le peuple béninois a vécu le martyre pendant la période révolutionnaire, où tout le monde était muselé. Vous ne pouviez pas parler. Les luttes étaient clandestines. Les luttes étaient clandestines. De sorte que, à la conférence nationale, tout le monde s'est dit, il faut ouvrir la vanne pour que les gens s'expriment. Et c'est ça qui a donné lieu à l'option du multipartisme intégral. Qui n'est pas mauvais en soi. Qui n'est pas mauvais en soi. Jusqu'à demain, moi, je serais encore favorable pour le multipartisme intégral. Mais qui a montré ses limites quand même. Qui a montré ses limites. Mais les limites que le multipartisme intégral a montrées font partie de mon deuxième point de vue. Okay. Allez-y. Qui est que ces limites sont corrigées par la loi. La charte des partis politiques. Parce que la prolifération des partis politiques, c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Tout le monde dit, il y a trop de partis, il y a trop de partis. Mais pourquoi il y a trop de partis? Il y a trop de partis parce que les tests, la charte des partis politiques n'est pas respectée, n'est pas appliquée. Je vous dirai deux choses sur ce point-là. Première chose, quand vous lisez l'article 7 de la charte des partis politiques, l'article 7 dit, un parti qui naît et qui ne participe pas à 2 élections législatives se voit retirer son numéro d'enregistrement. Il y en a plusieurs partis politiques qui sont dans ce cas. Je vais vous dire. Mais l'alinéa 3 de cet article dit c'est le ministre de l'Intérieur qui prend l'arrêté pour retirer le numéro d'enregistrement de ces partis. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc, la charte n'est pas appliquée. La charte aurait été appliquée par rapport à cette disposition que vous auriez vu peut-être la moitié du nombre des partis retirés de la liste d'enrichissement. Donc, ça, c'est la première chose que je veux dire sur ce volet. Deuxième chose, qui est la préoccupation du président de la République, c'est la question du financement des partis politiques. Ouais. Mais cette question de financement des partis politiques est réglée aussi par l'article 40 de la charte des partis politiques, qui dispose que tout parti qui a un député au Parlement a droit au minimum à 5 millions par an. C'est le financement des politiques. C'est vrai, aujourd'hui, mon point de vue, c'est qu'il faut éviter la parlementarisation, ce que moi j'appelle parlementarisation du système politique, système partisan de l'autre. Il ne faut pas voir seulement les députés pour faire bénéficier le financement public des partis politiques. Mais les partis qui n'ont pas de députés et qui ont des maires, il faut aussi qu'ils bénéficient de ce financement. Parce qu'un parti peut ne pas avoir de députés et avoir de... La charte a dit député. Donc il faut relire cette charte. On n'a pas besoin de toucher forcément au principe du multipartisme intégral, mais il faut relire la charte et l'étoffer, compléter les choses, comme je le disais, les maires, etc. Et les partis qui n'ont pas de maires, qui n'ont pas de députés, et qui peut-être au plan national ont plus de voix que le parti qui a un seul député. Parce qu'il y a des partis qui, de façon stratégique, concentrent tous leurs efforts dans leur circonscription électorale pour avoir un seul député. Mais il y a des partis qui ont une envergure nationale, qui présentent des candidats un peu partout, mais in fine, ces partis ont plus de voix au plan national que le parti qui a un seul député. Donc, il faut que ces partis aussi bénéficient du financement public. On est d'accord? Donc, si la charte est relue et qu'on règle ces problèmes, je crois que de façon progressive, on va diminuer le nombre de partis. Ça, c'est la deuxième. La troisième chose que je veux dire, c'est la volonté politique qui accompagne la prolifération des partis politiques. Et je vais vous donner un exemple. Moi, dans mes recherches, j'ai constaté que de 2006 à 2016, on a enregistré 161 partis dans notre pays. De 2006 à 2016, on a enregistré 161 partis sur les 228 partis. On va où là? Sur les 228 qu'on a enregistrés dans le pays, de 2006 à 2016. Pour 10 millions d'habitants. On a enregistré 161 partis. Mais pourquoi on a enregistré 161 partis de 2006? Je vous ai dit de 2006 à 2016 pour que vous compreniez. Oui, j'ai compris. Parce que j'ai parlé de volonté politique.
Donc si le pouvoir qui est là est un pouvoir qui entretient la prolifération des partis politiques, la conséquence est claire. Comment sur 228 partis, quel est ce hasard qui fait que c'est de 2006 à 2016 qu'on ait 161 partis sur 228. De 2011 à 2016, les 17 alliances politiques que nous avons dans ce pays, c'est dans cette période-là qu'on a 17 alliances politiques qui se sont constituées. 17 alliances politiques. 17 grandes alliances politiques de 2011 à 2016. Ça veut dire la volonté politique. Si le président élu, pour lui, c'est avoir des soutiens politiques à travers les partis politiques. Si le président élu demande allez créer des partis politiques dans votre zone, dans votre commune, allez créer des partis politiques dans votre village et paye le prix politique en nommant le leader pour se garantir le soutien de sa réélection, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de cette prolifération inquiétante de partis politiques dans ce pays. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que c'est ça, ça dure quand même. Hein. Alors, la classe politique, donc, la société civile aussi. Oui, ce que moi voudrais la modifier dans ce système partisan. Ce que moi je voudrais souhaiter, je vous ai parlé de la charte qu'il faut relire. Mais il faut aussi, en plus de la charte, qu'il y ait une volonté politique qui soit l'inverse de ce qu'on a observé de 2006 à 2016. C'est ça. On est d'accord. Que les gens ne se disent pas que c'est en créant un parti politique que je peux me faire nommer. Que les gens ne se disent pas que pour garantir mon poste, pour ne pas être inquiété à mon poste, que les gens ne se disent pas il faut que j'aille créer un parti. Donc si on observe le phénomène inverse par rapport à la volonté politique, vous allez constater que les gens, je vais vous donner pour finir sur ce point, l'exemple du début du mandat du président actuel. Au début de son mandat, vous auriez constaté que les gens chômaient au plan politique. Les gens chômaient au plan politique. Il n'y avait plus d'activité. Il n'y avait pas d'activité parce que les mouvements, etc., il a dit ça ne m'intéresse pas. On est d'accord? Je fais un mandat, je m'en vais, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Donc, il n'avait pas besoin de ces soutiens encombrants et personne ne trouvait le réseau de ça dans le pays. De sorte que les week-ends, vous n'avez rien comme mouvement, soutien, etc. Vous n'avez rien de tout ça sur le terrain. Donc, les gens étaient désœuvrés. Parce que le chef l'a imposé. Le chef l'a imposé. Pour lui, ce n'est pas en faisant ça qu'il faut attendre une nomination. Ce qui est bien, moi j'ai applaudi. Mais pourquoi, depuis un moment, on a commencé par observer le phénomène qu'on observait de 2006 à 2016? Pourquoi selon vous? Qui pollue l'environnement politique? Peut-être, moi j'ai raison. Parce que le chef de l'État dit que maintenant j'ai fait de la politique, c'est ça? Ah, moi je sais pas. Mais de loin, j'observe qu'il y a un temps où on n'a pas du tout observé au début de son mandat. Et après, on a commencé par observer cela. Et quand vous observez cela, ça ne garantit pas la bonne gouvernance. Parce que tous ceux qui s'agitent, qui soutiennent, qui font ci, qui font ça, en dessous, il y a quoi? Mais il faut appeler quand même les alliances, les coalitions, les regroupements politiques. C'est pourquoi je dis, il faut, tel que le président lui-même l'a dit, et qu'il est en train de faire, je pense, de loin, c'est ce que je constate, il faut encourager les grands rassemblements. Ça ne se décrète pas non plus, parce que la Constitution a dit multipartisme intégral. Mais il faut encourager les grands rassemblements. De sorte que les dividendes politiques ne s'obtiennent qu'à travers ces grands rassemblements. Si cette volonté politique est exprimée, je crois que les gens n'auront plus raison à créer de partis politiques. Ils auront peut-être raison à entrer dans un grand ensemble parce qu'ils savent que là, ils feront école politique, ils vont faire leur parcours politique comme cela se fait dans les grandes nations, dans les grandes démocraties. Vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Vous avez peut-être été conseiller communal, et chef de région, président de région, maire, etc. Et vous forgez une carrière politique. On ne sort pas du néant. Il faut rentrer dans un grand ensemble politique ou dans un parti politique et faire votre formation et maintenant sortir la tête de l'eau. Mais qu'on ne se lève pas du jour au lendemain parce que
on attend quelque chose, on crée un parti, parce que on se dit, en créant un parti, je l'aurai. Non. Donc, il faut qu'on ait le phénomène inverse. C'est ce que je voulais dire. Le phénomène qu'on a observé de 2006 à 2016, pour avoir 161 partis sur 228, qu'on ait un autre phénomène contraire pour diminuer le nombre de partis qu'on a aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez Radio par Radio TTP, l'émission Casse-Table, bien sûr. Et nous recevons M. Raoul Glessoubi, administrateur, gestionnaire, juriste, cadre supérieur de la République et puis acteur et politique. Vous êtes sur Océan FM, vous êtes sur Urban FM de Parakou et vous nous suivez également sur Océan TV Web. Alors, M. Glessoubi, le respect de l'état du droit, c'est un gage d'une bonne gouvernance. Vous le savez mieux que moi. On a vu souvent l'Union nationale des magistrats du UNAMA couteau tiré avec le gouvernement. Alors, récemment, c'est le départ du magistrat et Madoché Kelaï aussi de son poste de procureur général après la cour d'appel de Cotonou qui a relancé un peu la polémique, disons, entre l'UNAMA et puis le gouvernement. L'UNAMA demande au gouvernement de rapporter la dite décision. Alors, vous êtes juriste, dites-nous quel est aujourd'hui l'état de la justice dans notre pays? Bon, je pense que au plan institutionnel, moi je peux dire que la justice reste indépendante. Ce qu'on a vu par le passé, où des décisions ont été rendues contre le pouvoir en place par la justice, sans représailles, et ce qu'on observe aussi depuis 2016 me rassure que notre justice continue d'être indépendante. C'est ça. Le cas que vous évoquez, le procureur est un magistrat debout. C'est un magistrat dépendant. On est d'accord? Un procureur ne bénéficie pas de l'inamovibilité dont bénéficient les magistrats de siège. C'est ça. On est d'accord? C'est la différence. Donc, dès lors que vous êtes un magistrat debout, vous êtes un magistrat dépendant du garde des Sceaux, et cela suppose que vous pouvez être bougé à tout moment. À tout moment. C'est ça. On est d'accord? Donc, c'est ce que je peux dire. C'est vrai que cela obéit à une procédure. Je crois avoir lu sur les réseaux l'UNAMAM en train de réagir contre ce qui a été fait. L'essentiel est que le gouvernement, à travers le garde des Sceaux, respecte ces principes de droit. En matière de... Le moment parle bien sûr d'un limogeage déguisé. Bon, moi, je ne voudrais pas m'aventurer sur ça. Moi, je tiens compte des principes. On est d'accord? Le principe que je viens de vous énoncer, c'est le principe de dépendance du juge, du magistrat debout, qu'est le procureur de la République. Et en tant que tel, il peut être bougé à tout moment. Contrairement au magistrat assis, qui, lui, bénéficie du principe d'inamovibilité. On est d'accord. Bon, maintenant, dans la mise en œuvre de ce qui a été fait, est-ce qu'on a violé telle ou telle autre disposition de la loi? Si c'est le cas, peut-être que l'UNAMAM aurait raison d'évoquer ce qu'on a... Mais il ne faut pas utiliser les mots pour violer les principes. Dire que limogeage déguisé, moi c'est pas ce que ça veut dire, limogeage déguisé. Un limogeage est un limogeage. Mais le fait de bouger un magistrat debout n'est pas un limogeage. C'est ça. Le fait de le déplacer d'un point à un autre n'est pas un limogeage. On est d'accord, on ne peut pas parler de limogeage. Le magistrat qui est debout, lui-même sait qu'il peut être bougé à tout moment. C'est ça. Il peut faire 3 mois à un poste et pour des raisons de stratégie. On est d'accord? Le garde des Sceaux peut le bouger. Le gouvernement, à travers le garde des Sceaux, peut le bouger au regard des résultats qu'il veut avoir au niveau de ce tribunal ou au niveau de cette région dont cela dépend. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'évertue à respecter les principes, quel que soit le camp dans lequel on se retrouve. Et c'est ça qui fera que la République va bien se porter. Voilà. Et puis, puisque nous parlons de la justice, M. Glessoubi, restons-y pour parler de la candidature de Mme Reine Lapini-Gansou. Vous savez, elle est la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 2009. Alors, elle est candidate au poste de juge à la Cour pénale internationale CPI. Le gouvernement a approuvé mercredi dernier, donc en conseil des ministres, sa candidature. A-t-elle les reins solides aujourd'hui pour s'imposer à l'AE? Bon, je pense qu'il faut
déjà encourager cette candidature. Parce que le Bénin, notre pays, est souvent absent dans les institutions internationales. Tout à fait. Ce sont pas ce qu'on observe, on observe souvent dans d'autres pays, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, qui mettent même en place des lobbies. On est d'accord pour infiltrer ces institutions internationales. Je crois qu'il faut que notre pays, à travers son gouvernement, puisse aussi rester très attentif à ces institutions internationales et encourager ces candidatures. Ailleurs, les gouvernements mettent même les moyens. Absolument. Parce que dès lors qu'un Béninois se dit j'ai le profil pour un poste international, cela ne dépend forcément plus de lui. Lui, il a déjà les aptitudes requises. S'il n'a pas les moyens, le gouvernement l'accompagne. On dépêche même des missions dans des pays. C'est ce qui se fait. On dépêche, au plan diplomatique, vous dépêchez des missions dans les pays qui peuvent influencer le positionnement pour convaincre à faire. Ce qui est paradoxal, c'est que plusieurs pays africains ont annoncé leur retrait quand même de la CPI parce qu'ils reprochent quand même au tribunal international censé être universel de ne juger justement pour le moment que des dirigeants africains. Oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème que vous évoquez. Les gouvernants qui pensent qu'ils vont se retirer de la CPI, c'est parce qu'ils sont menacés. On est d'accord. Ça laisse croire que la CPI est une sorte d'épée de Damoclès qui ne plane que sur les gouvernants africains. On voit voilà. Là-bas aussi, c'est vrai. C'est vrai, mais les chefs d'État qui commettent dans le monde entier, les chefs d'État qui commettent le plus d'impairs, c'est souvent les chefs d'État africains. Ayons le courage de le dire. C'est souvent les chefs d'État africains. Et c'est parce que dans leurs pays respectifs, il n'y a pas cette machine juridictionnelle qui puisse influencer que la CPI se substitue à leur pays pour organiser quand même la punition de ces chefs-là. Dans d'autres pays, les États-Unis, en France, vous n'avez pas besoin d'aller à la CPI avant qu'on ne règle vos comptes. Parce que chacun sait ce qu'il doit faire. On est d'accord. Donc, les dirigeants qui disent qu'ils se retirent, c'est parce que leurs chefs sont menacés. On est d'accord. Les chefs sont menacés. Donc, il vaut mieux que je me retire de là pour avoir la paix. On est d'accord. On ne va pas prétexter de ça pour ne pas encourager la candidature de notre compatriote. Moi, je pense qu'il faut encourager. Parce que juste là, notre pays, le gouvernement n'a pas encore dit je me retire de la CPI. Bon, comme on ne l'a pas dit, on continue d'être membre. Donc, je pense que notre compatriote qui est candidate, nous pouvons l'encourager, le gouvernement peut l'encourager pour qu'elle puisse aller. Ça va être quand même à l'actif de ce gouvernement. Voilà, tout à fait. Alors, M. Raoul Glessoubé, on vous voit aussi sur le terrain, vous êtes originaire d'Abomey, c'est ça? Oui, bien sûr. On voit aussi sur le terrain pour voler au secours, bien sûr, dans des plus démunis. Alors, que cache ces soutiens tous azimuts? Est-ce que vous visez quelque chose aussi? Pas forcément, sauf que, vous savez... en tant que cadre natif de la région d'Abomey, je suis préoccupé par tout ce qui est lié au développement de la région. Tout ce qui est lié au développement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, depuis près de 15 ans déjà, j'ai fait beaucoup je me suis intéressé à beaucoup de choses dans la région, comme d'autres. Il ne faut pas espérer être forcément à un poste politique ou se dire c'est quand je serai à un poste politique que je ferai. Vous le faites en fonction de vos moyens. Et c'est ça qui fait votre bonne foi. On est d'accord? Et entretenir des enfants déshérités, leur fournir des matériels scolaires à la rentrée, faites ça, etc. pour contribuer aux actions sociales de la position où vous êtes. Et avec les moyens qui sont les vôtres. On est d'accord? Au moment où, d'autres peuvent être en train de faire des tournois à grand renfort médiatique, vous pouvez le faire sans renfort médiatique. Oui, puisque... Parce que vous n'êtes pas un poste politique, vous n'êtes pas DG, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. On est d'accord? Et vous n'attendez pas forcément quelque chose parce que vous êtes en train de faire ça. Sauf que vous vous rendez utile pour... Je vais vous dire, le samedi prochain, moi j'ai une activité importante dans Gbanjou. On est d'accord? Politique pas politique. C'est ça. Une activité importante dans Gbanjou. Mais ça peut passer inaperçu.
Parce que je n'amènerai pas la télévision, je n'amènerai pas la radio. C'est ceux, les journalistes qui sont mes amis, qui peut-être ont l'information, qui vont peut-être... Sinon, je ne fais pas ça. Justement, par rapport à cette visite, parce que vous étiez même sur le site, bien sûr, d'Abomey, vous savez, dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 août dernier, un incendie a ravagé la partie ouest de la cour intérieure du musée historique d'Abomey. C'est vrai que les collections du musée n'ont pas été touchées, mais il faut dire quand même que 13 des 28 stands d'exposition, vente et ateliers des produits artisanaux sont partis en fumée. Alors, on vous a vu sur le terrain, vous étiez là, il n'y a pas eu de bataille médiatique. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, rapidement, en une minute Oui, bon, évidemment, je profite de votre antenne pour dire toute ma compassion à ces artistes, leur renouveler ma compassion. J'y étais parce que quand ça se passait, autour de 2h du matin, vous étiez là. Des gens m'ont appelé cette nuit-là. Alors qu'on m'a dit, il y a incendie, à l'instant où l'incendie se produisait. Non, je n'étais pas à Abomey, j'étais à Cotonou. J'ai dit, tiens, incendie à Abomey, que ça a tout ravagé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dépêché pour aller, pour compatir, doper le moral de ceux qui sont victimes de ces situations, parce qu'ils en ont besoin. C'est ça ce que moi je peux leur faire. Et pour dire quoi? Pour dire, le problème que nous avons dans nos collectivités, c'est le problème d'anticipation sur les choses. Ce musée, bon, on aurait, si c'était une priorité pour le pouvoir local, on est d'accord, on aurait pris des dispositions pour éviter ces choses. Parce que aujourd'hui, dans l'ère décentralisée où nous sommes, on ne peut plus imputer beaucoup de choses au pouvoir central. Ouais, il y a des compétences qui relèvent de nos collectivités locales. Moi, j'ai dit, le musée d'Abomey, à lui seul, suffirait pour faire développer tout le pays, tout le Bénin, à partir des dividendes touristiques. Mais quelle est la vision qu'on a? Quelle est la vision qu'on a pour développer ce musée-là à cette fin? Si on avait fait, peut-être que des choses du genre qu'on observe auraient pu être évitées. Donc, l'enseignement que moi je tire, c'est qu'il faut qu'on anticipe sur ces questions du genre et qu'on anticipe sur tout ce qui peut contribuer au développement de ce pays et de nos régions respectives. C'est vrai, je suis d'Abomey, mais je suis béninois. Et c'est pour ça que moi j'appelle les cadres, tous les cadres de notre région, qu'on se mette ensemble, qu'on se mette en synergie. Chacun, en fonction des relations qu'il a, même la diaspora, qu'on se mette ensemble pour contribuer. Je connais beaucoup de gens qui sont de la diaspora et qui sont d'Abomey et qui sont prêts à aider la région. Mais très souvent, ils sont découragés. Donc, il faut que les gouvernants locaux que nous avons puissent entretenir les gens à leur venir en aide, parce que c'est eux qui sont là, c'est eux qui bénéficient de la confiance de nos populations. Il faut qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les cadres de la région pour qu'ils viennent au secours du développement de la région. Le musée d'Abomey a besoin d'un coup de neuf, il faut le reconnaître. Surtout que, vous le savez, M. Glessoubé, que le Bénin demande à la France afin de lui retourner ces biens culturels spoliés. Donc c'est tout à fait normal quand même effectivement qu'on revoie un peu nos musées, parce que si c'est bien, dans un état totalement déplorable. Si nos objets revenaient et que ça va être dans ces conditions, vous voyez ce que ça va être. C'est un peu difficile. Alors c'est vrai qu'il est 10h05 dans nos studios, ça va vite, M. Glessoubé. Nous allons vous poser deux questions avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs. Nous allons rapidement aller au Togo. Vous savez, le voisin de l'Ouest, rien ne va plus là-bas, puisque le président Faure Gnassingbé et son gouvernement sont sur la braise. Les Togolais réclament le départ de Faure et au même moment des réformes constitutionnelles. Alors la famille Gnassingbé dirige le Togo depuis 50 ans. Quelle appréciation faites-vous de la situation au Togo, M. Glessoubé? Bon, moi je pense toute démocratie qui n'assure pas l'alternance au pouvoir peut ouvrir la porte à cette dérive. C'est ça. À cette dérive. Parce que la souveraineté du peuple s'exprime aussi bien dans les urnes que dans la rue. Bon, lorsque le peuple se rend compte qu'il n'y a aucune issue pour lui, pour sortir du tunnel, alors que les problèmes sociaux sont là, et que quelqu'un est là, et on ne sait pas quand est-ce que son règne va prendre fin, parce que c'est ce qu'on apprend des amis togolais qu'on a. Depuis 50 ans, il y a une famille qui dirige le pays. Et les mandats, la constitution est telle que
bon, le président actuel qui est jeune, on ne sait pas quand est-ce qu'il, si on le laisse poursuivre en l'état, on ne sait pas quand est-ce qu'il finira de gouverner. Donc les gens se disent, mais il vaut mieux qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est ça qui fait ce qu'on observe dans la rue. Et c'est ça qui a fait le printemps arabe. C'est ça qui a fait le cas du Burkina Faso, où Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir. Donc il faut faire en sorte que nos constitutions mettent systématiquement la possibilité d'alternance, comme on le fait au Bénin. Ouais, de sorte que quand quelqu'un est au pouvoir, les autres, même s'ils sont contre, ils se disent, mon tour viendra. Dans 5 ou 10 ans. Mais quand tu ne sais pas quand est-ce que ton tour viendra, parce que celui qui est là peut mourir au pouvoir, tu vas te dire, mais il vaut mieux le chasser à travers la rue. Et donc, c'est ce qui se passe au Togo. Et qui est regrettable. Parce que, vous savez, on les avait accueillis au Bénin, les Togolais, comme réfugiés. On ne veut pas, on ne souhaite pas encore les accueillir comme réfugiés. Donc, il faut que la situation se calme et qu'on retourne à l'ordre républicain. S'il y a des choses à revoir, il faut revoir. Et pour que ce pays se porte bien. Parce que lorsque vous procédez comme ça, malheureusement, vous créez un précédent fâcheux. C'est ça. Dans la République. Celui qui est en exercice d'un mandat, vous l'arrêtez. Vous rentrez dans un tunnel dont vous ne savez pas quand est-ce que vous sortirez. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il faut souhaiter que cette situation se calme. La situation au Kenya, je profite pour l'évoquer, puisque vous l'aviez dit. Je crois qu'il faut encourager ce qui s'est passé au Kenya et qu'il y a une jurisprudence inédite dans l'histoire politique africaine. Qu'un président en exercice soit déclaré élu et que la Cour suprême chez eux annule les élections pour la faire reprendre. Je crois que ça doit servir de leçon à chacun de nos pays, de sorte que un président qui est en exercice pour un mandat ne se dise pas que par le tripatouillage constitutionnel qu'il est sur un boulevard de 10 ans ou de 20 ans. On est d'accord? Qui se disent, le peuple m'a confié un mandat de 5 ans ou 4 ans, à la fin, je me représenterai ou non. Mais une fois élu, qu'on n'instrumentalise pas les institutions pour s'éterniser au pouvoir à son vouloir. Donc, je crois que c'est une leçon qu'on pourrait tirer pour le compte de notre pays, de sorte que la Cour constitutionnelle que nous avons puisse se crédibiliser de plus en plus. On est d'accord? C'est une première. La Cour constitutionnelle que nous avons plus les gens ont encore souvenu de ce chaos de 2011. On est d'accord? Et qui a ébranlé la République. Si le président Rumbedi, qui était le candidat de taille face au président Yahi, n'était pas un homme épris de paix, je pense qu'on aurait vu le pire dans ce pays à partir de ce chaos-là. Donc il faut que ces choses ne se répètent pas dans notre pays. Merci beaucoup. Il est 9h09 en temps universel et à Lomé au Togo, 10h09 à Cotonou, d'où Aimé au CFM. Mesdames et messieurs, avant donc de prendre rapidement donc les auditeurs, alors monsieur Glossoubé, quand on parle souvent, on parle bien sûr de PAG également, le programme d'action du gouvernement, c'est devenu pratiquement comme un parti politique aujourd'hui où tout le monde soutient ce PAG-là. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement? Et Abomey, est-ce que Abomey a bénéficié, monsieur, donc aussi de PAG avant d'ouvrir l'antenne? Bon, moi, je crois, je vous remercie pour cette question aussi. Le PAG n'est pas quand même un parti politique, c'est le programme d'action du gouvernement. Et tous les gouvernements qui se sont succédés ont eu ce programme d'action du gouvernement. Et le plus important pour moi, c'est la mise en œuvre de ce programme d'action du gouvernement qui est ambitieux pour notre pays. C'est ça. Et le président de la République a une vision qu'il a déclinée en un programme d'action. Dès lors, cette vision ne lui appartient plus, elle appartient à tout le peuple béninois. Et je crois que tout le peuple, quel que soit le bord où on se retrouve, devrait conjuguer les efforts pour que ce programme soit mis en œuvre. Deuxième chose que je veux dire, c'est le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ce programme d'action du gouvernement. Ce mécanisme de suivi, moi, je suggérerais que du niveau central jusqu'au niveau décentralisé le plus bas, qu'on mette en place des mécanismes pour que chaque citoyen sache ce qui est prévu dans ce programme pour sa localité et puis suivre la mise en œuvre. De sorte que si la mise en œuvre est mal faite dans une localité, qu'il y ait déjà des dénonciations, qu'on n'attende pas le moment venu, quand ça va être trop tard pour le dire.
De sorte que qu'on ne reste pas tranquille pour dire ça va venir d'ailleurs, et même si ça ne vient pas, qu'on reste indifférent. On est d'accord? Donc je pense que c'est ces choses qu'il faut faire pour assurer la bonne mise en œuvre de ce programme. Le reste pour moi est superflu. Le reste pour moi c'est superflu parce que je ne veux pas aller sur le terrain politique de ce que vous êtes en train de dire, mais je préfère rester sur la mise en œuvre. Parce que un programme d'action, c'est au bénéfice du peuple. Ce n'est pas au bénéfice d'un gouvernement, ce n'est pas au bénéfice d'un camp, c'est au bénéfice de tout le peuple. Voilà. Qui a dit que vous n'avez pas un frère qui a besoin de l'eau dans votre localité, de soins de santé, etc., etc. Mais si nous voulons le bonheur de ce peuple, nous devons encourager qu'il y ait un programme d'action qui, du reste, est quand même une boussole sur laquelle le peuple aura évalué le gouvernement qui est là. Mais au surplus, je dirais quoi? Au surplus, je dirais que au-delà d'un programme d'action, que nous faisions en sorte dans notre pays pour avoir une loi programme. Une loi programme, à l'instar de l'AFIA 2025. On est d'accord? De sorte que chaque gouvernement, chaque candidat à l'élection présidentielle puisse puiser dans cette loi programme ce qui l'intéresse et qui pourrait mettre en œuvre pour 5 ans. C'est ça. En faisant comme ça, un gouvernement qui vient n'a plus besoin forcément de balayer de revers de la main ou de noircir tout ce qui s'est passé avant lui et de faire ce qu'il doit faire, ce qui est de sa vision propre. Il va se référer à cette loi programme qui existe dans d'autres pays. On est d'accord? Parce qu'il faut voir, depuis la conférence nationale, le président Soglo a fait son temps. 5 ans, il est parti. Le président Kérou est venu, il a noirci tout ce qui est passé avant lui. Il a fait 10 ans. Le président Yaya est venu, tout ce que le président Kérou a tracé comme chemin, c'est laissé. Il fait autre chose. Est-ce que ce n'est pas du gâchis pour notre pays? Mais quand vous avez une loi programme, vous donnez les grandes orientations. Le Bénin à l'AFIA 2025, on connaît ça. Vous donnez les grandes orientations. Et quand quelqu'un vient, il sait ce qu'il doit faire en matière d'éducation. Il sait ce qu'il doit faire en matière de santé. Il ne peut pas tout faire, mais il puise ce qu'il peut faire. Et il met en œuvre pour le temps qu'il a à faire. De sorte qu'on n'ait pas à constater qu'il y a un éternel recommencement. Parce que souvent, les gens parfois, des études ont été faites sur des dossiers, et un gouvernement vient, mais il ne sait pas que des études, les rapports sont là, mais on reprend les mêmes études. Donc il faut effectivement que notre pays se dote de cette loi programme-là. Et ça va être important. Au-delà du programme d'action du gouvernement, je pense que c'est ce qu'il nous faut pour ce pays. Merci beaucoup, monsieur Glissoubi. Nous allons donc ouvrir l'antenne 65 00 24 24 23 30 21 33 84 19. Voilà donc les numéros. 2 ou 3 les appels, puisqu'ils sont tenus par le temps. Auditeur en ligne, bonjour. Vous avez noté comme moi. Je vous laisse le temps de répondre à toutes ces préoccupations. D'accord. Merci infiniment. Je remercie vos auditeurs pour leurs interventions. Cela témoigne quand même de la veille citoyenne dans notre pays. Je crois, il y a 2 questions que je pourrais mettre ensemble. La première intervention et puis la dernière. C'était les soutiens, tous azimuts, etc. au pouvoir en place. Je crois qu'il faut dire de façon pédagogique qu'il n'y a pas de soutien encombrant en politique. Il n'y a pas de soutien encombrant en politique. La seule chose que moi je pourrais demander, suggérer au président de la République, c'est de respecter quoi que cela soit le pacte qu'il a signé avec ce peuple béninois en 2016. Indépendamment de la classe politique. Indépendamment de la classe politique. Parce qu'il a signé ce pacte sans le soutien de la classe politique. Quand vous suivez la manière dont il a été élu, vous vous rendez compte que les grands partis politiques de ce pays, tous étaient allés ailleurs. Mais c'est le peuple qui lui a fait confiance. Donc, il doit faire en sorte de respecter ce pacte qu'il a signé avec le peuple béninois, de sorte que demain, au bout du bilan, que le peuple le porte en triomphe, comme il a dit. Tous ceux qui viennent ne lui sont pas forcément utiles. C'est vrai, il n'y a pas de soutien encombrant en politique, mais s'il respectait ce pacte, il n'a besoin de personne pour mettre en œuvre son programme, il n'a besoin de personne pour, si le cœur lui en dit, pour encore nourrir ses ambitions. Donc voilà ce que je pourrais dire. Pour la question des handicapés, j'ai suivi la présidente de l'association des personnes handicapées, Madame Tokpo, à la télévision. J'étais très content quand j'ai appris que la loi a été votée. Et elle plaidait à cette occasion que le gouvernement puisse promulguer cette loi.
je constate malheureusement, suite à l'intervention de cet auditeur, que cette loi n'est pas encore promulguée. Je me rappelle, la dame, cette brave dame disait à l'époque qu'elle supplie le président de la République. Pour moi aussi, à mon tour, je supplie le président de la République, je supplie le gouvernement pour que cette loi soit... ça peut arriver à tout le monde. Hein, oui, tout moment, pour que cette loi, étant entendu que la loi est déjà votée, voilà, ça fait plusieurs mois déjà de suite. Parce qu'il faut que ceux-là puissent... je crois que le préfet est en train de les chasser des rues, des carrefours, etc. Mais s'il y en a qui ont appris quelque chose et qui veulent exercer, qui sont allés à l'université, il y en a... Moi, j'ai fait la faculté avec une personne handicapée qui est très intelligente à l'université. Mais il y en a qui sont très intelligents, donc on a besoin d'eux. Dès lors que la loi est votée, que je supplie à mon tour le gouvernement pour que les jours à venir, que cette loi soit promulguée, pour que ceux-ci puissent se sentir aussi béninois. Pour qu'ils se sentent béninois. C'est très important. Sur la question de destitution, je crois, quelqu'un l'a évoqué, je pense que la destitution n'est pas politique. Moi, je ne vois pas forcément la main du pouvoir dans la destitution. Et le cas illustratif que je donne souvent, c'est le cas de Djidja. Le maire de Djidja a battu campagne pour le président qui est là. On est d'accord? Il est d'un camp politique qui a soutenu le pouvoir qui est là. Mais il a été destitué par les conseillers de Djidja. On est d'accord? Donc, je ne vois pas forcément la main du pouvoir dans les cas de destitution. Bon, il y a que des maires se comportent peut-être mal, mais il y a aussi que des conseillers communaux au plan politique, comme je le disais, pour un oui ou pour un non, s'organisent en fonction de leurs intérêts pour déloger. Peut-être en le faisant, ils vont chercher le soutien d'un homme politique au gouvernement pour le faire. Peut-être. Mais je ne vois pas forcément le pouvoir comme instigateur de ces cas de destitution. Le cas des sécu d'Agassa, Godomé et de Yévier, je suis ça souvent dans la presse, notamment dans les grognes. Je crois que cela relève de la commune, au regard des tests. Donc, s'il y a des problèmes qui se posent, normalement, c'est les communes qui organisent l'élection des chefs de village ou de quartier. On est d'accord? Mais si ce n'est pas fait, peut-être qu'il y a des raisons qui justifient cela. Il faut que je fouille pour savoir ce qu'il en est. Maintenant, si ce n'est pas fait, si c'est pas fait et que c'est imputable à X ou Y, il y a des voies de recours. Nous aurions souhaité que la Cour suprême aussi fasse en sorte pour vider. Parce que la loi a encadré tout ça dans un délai. On est d'accord? Dans un délai de 10 mois, je crois, pour vider tous les recours. Mais on est déjà à plus de 2 ans pour les élections et il y a des recours qu'on n'a pas vidés. Je connais un cas, un conseiller communal qui a été élu, je crois, qui n'a pas été élu en 2008. Il a formulé des recours pertinents, mais à ce jour, on n'a pas vidé, depuis 2008. Il en a formulé il y a 2 ans pour cette élection-là, et qui est encore en souffrance, alors que les preuves, moi-même, j'ai lu le dossier. On ne peut pas parler de lenteur administrative, ça c'est une démission. C'est pas possible. S'il y a des mesures à prendre, parce que la démocratie a un prix. On est d'accord. S'il y a des mesures exceptionnelles à prendre pour vider ces recours, qu'on les vide. Parce que c'est des frustrations du gens qui entraînent des détonations. Si les gens n'en peuvent plus, c'est comme ça qu'ils descendent dans la rue, pour un oui ou pour un non. Les gens descendent. Ce qui se passe au Togo peut arriver, pas simplement parce que le gouvernement fait mal, mais parce qu'une institution se comporte mal. Ouais, le pouvoir local, c'est un pouvoir très sensible. Quand moi je suis les grognes tous les jours sur ces cas-là, de chef quartier, de ci, de ça, je sens qu'il y a un problème. Donc il faut que la Cour suprême nous règle ces choses-là, vide ces recours pour que les gens quand même se tiennent tranquilles et qu'ils soient à l'aise dans leur pays. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire et remercier vos auditeurs pour... Il y a quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous par rapport à votre numéro de téléphone. Je crois qu'à la fin de l'émission, donc elle peut toujours rappeler dans le même numéro pour prendre votre numéro de téléphone. À moins que si personnellement vous avez envie donc de le faire en direct, ça c'est non, vous l'avez si bien dit. C'est mieux. Vous l'avez si bien dit. Tout à fait, pour ne pas être encombré. Voilà, merci. Tout à fait. Alors, merci, M. Glissou. Nous allons rapidement avoir donc le résumé de tout ce que vous avez dit depuis 9h10 avec ma consoeur Chrisbel Mocho. Bonjour. Bonjour, Hospice. Comment allez-vous? Bien. Et voilà, allez-y rapidement. Raoul Glessoubé a donné sa réponse sur la lenteur que connaissent les entreprises étatiques.
À l'en croire, les nombreux soutiens dont bénéficie la mouvance en est à l'origine. Cette ceinture de sécurité politique empêche l'exécutif de dénoncer et de sanctionner les malversations que nous observons au sein des structures étatiques. Concernant l'affaire Padmé, l'invité affirme une complicité collective et suggère ces quelques approches de solutions, à savoir des tests qui régissent ces différentes entreprises étatiques, dépolitiser les nominations à la tête de ces structures et enfin imposer un contrat d'objectifs. En somme, une rigueur de management. Ce n'est un secret pour personne, la vague de destitutions à la tête de nos différentes mairies. L'administrateur Glessoubé appelle à une relecture des tests sur la décentralisation pour éviter ces destitutions qu'il qualifie de fantaisistes. Selon lui, il serait préférable de rendre une stabilité politique au sein de nos municipalités afin que les maires ne soient préoccupés par une destitution pour un oui ou pour un non. Merci pour l'écoute. Merci, Christelle Moncho, et bon dimanche à vous. Merci. Merci. Alors, monsieur Glessoubé, votre mot de la fin avant qu'on se sépare. Mon mot de la fin, c'est vous remercier et remercier toute l'équipe de Océan pour le travail que vous faites, le travail professionnel que vous faites. Je crois que c'est important. Il faut maintenir le cap. Dire ensuite à tous vos auditeurs que le Bénin se portera mieux. Le meilleur reste à venir. Gardons espoir. Gardons espoir et que chacun, au niveau où il est, se dise je suis utile à ma société, quelle que soit la profession qui est la mienne. L'essentiel pour moi, c'est d'exercer cette profession en bonne conscience et avec toutes les aptitudes qu'il faut. Et je crois qu'on y gagnera à le faire. Troisième chose que je dis, c'est un appel que je voudrais lancer au gouvernement actuel, de rester à l'écoute de ce peuple, et afin que la mise en œuvre de ce programme d'action du gouvernement, qui du reste est porteur pour toute la communauté, ne souffre d'aucune insuffisance. Et au-delà de ce programme d'action, comme je l'ai suggéré, il faut que nous pensions à une loi-programme pour notre pays, pour le développement de ce pays, pour qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement, qu'on ne balaye pas de revers de la main tout ce qui s'est passé. Et je crois que quand chacun de nous serait vigilant dans ce pays et chacun de nous serait intéressé par l'action publique, je crois que nous irons assurément vers le développement. Encore une fois, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup. Oui. Voilà, c'était donc le 35e numéro des Cas sur table pour le compte de l'année 2017. L'invité, M. Raoul Glessoubé, administrateur gestionnaire, juriste, cadre supérieur de la République, acteur politique. Il était donc dans cette émission pour opiner sur quelques sujets d'actualité nationale et internationale. Merci à toute l'équipe technique du Ben FM de Parakou qui était en synchronisation. Ici à Cotonou, Rock Botonkedo, Semet Yessoufou. Et également, Léonce Adjevi, voilà, Christelle Moncho et puis Hospice Kouéron Didrao étaient donc avec vous. Retenez cette citation de Steve Jobs. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Merci à chacun et à tous. C'était Cas sur table.